Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Trèfle. Vincent au micro ce soir pour vous accompagner sur cette preview des demi-finales de Conférence Est 2025 opposant les Boston Celtics aux New York Knicks. Pour ce faire, évidemment, je suis pas tout seul puisque Titouan est avec nous ce soir. Salut Titouan, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Et pour cette preview, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un nouvel invité sur le Trèfle et c'est pas n'importe qui. Oui, il est fondateur et copropriétaire du média Le Dreamcast Show, membre du projet Le Roster, intervenant régulier sur le Basket Lab. Il s'agit bien sûr de Baptiste. Salut Baptiste, comment vas-tu ? Eh bien, salut les gars. Écoutez, ça va super bien. Déjà parce que je suis invité dans le trèfle et que je vous kiffe, donc ça fait plaisir. Et puis on va parler de basket. Donc non, merci de l'invitation. Je vais super bien et j'ai hâte de faire ce petit épisode. T'es pas inquiet parce qu'il arrive ? Oh, tu sais, moi j'avais annoncé 4-3 contre les Pistons, donc les Knicks ont déjà surpassé mes attentes. Donc Ok, parce que c'est que j'ai du bonus. cité, j'ai cité beaucoup de qualités. Vous avez vu, on accueille un créateur de contenu en volume et en qualité qu'on apprécie grandement, mais il a un défaut en particulier, c'est qu'il est fan des New York Knicks. Alors ça nous fait très plaisir de l'avoir, ça nous donne Personne une n'est bonne parfait. légitimité. Voilà, là, c'est un défaut. Si jamais un jour t'es en mal de victoire, ben on t'accueillera bien volontiers, il y a pas de problème. C'est gentil, mais on chasse le naturel et il revient au galop, Ouais, hein. J'ai essayé de m'en défaire, mais c'est plus fort que moi, hein. c'est clair. Bon, pour commencer les gars, j'avais envie de profiter de la présence de Baptiste pour qu'il nous parle un petit peu de la saison régulière des Knicks en quelques phrases, parce que c'est une équipe qui a été remodelée à l'intersaison assez fortement, parce qu'il y a eu les arrivées de Bridges et Karl Anthony Towns, et beaucoup de départs de Randle, DiVincenzo, Hartenstein. Donc voilà, donc c'est cette saison régulière. Tu peux nous en dire quelques mots, quelques phrases, Baptiste, pour présenter aux auditeurs un peu cette équipe. Ouais, 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 bien sûr. Bah, alors, je vais essayer d'être concis. C'est pas gagné d'avance, mais du coup, les Knicks, il y avait quand même pas mal d'attentes parce que énormément de trades, etc. Et au final, on a eu une saison régulière qui, dans l'ensemble, c'est à peu près ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire qu'on savait, vu que Mitchell Robinson était blessé et qu'Isaiah Hartenstein était parti et qu'il fallait donner de la valeur à Jericho Sims, que ça allait être Karl Anthony Towns de poste 5 et que donc tu n'allais pas avoir une bonne défense et que la clé pour t'en sortir, ça allait être une bonne attaque. Et pendant une grosse partie de la saison, il y a eu une attaque qui était top 2, top 3 avec les Cavs et les Celtics notamment. En fait, on a eu du coup un peu ce five out qui marchait bien avec une équipe qui a réussi à un peu changer son style, garder beaucoup de Bronson offense, mais rajouter un peu ce côté five out et du coup un peu plus de cut, etc. Et une attaque plus diversifiée. Puis, pour moi, il y a eu clairement un shift à partir du début d'année 2025 où les équipes se sont mis à moins en moins respecter Josh Hart, à faire de plus en plus de switch all. Bon, je commence déjà à donner peut-être des clés pour la série, mais voilà. Et l'attaque a un peu commencé à dégringoler, mais dans le même temps, il y a eu le retour de Mitchell Robinson et on a eu une équipe qui a commencé aussi à jouer un peu mieux défensivement. Au final, tu finis avec le 6e net rating, plus 5,2, donc c'est quand même pas mal. Mais il y a évidemment ce côté avec les Knicks de fort contre les faibles et faible contre les forts. Il y avait eu une grosse série de victoires en décembre où tout le monde s'était un peu chauffé, où je crois que les Knicks étaient même revenus à 1 ou 2 victoires des Celtics, mais en fait, en gros, ils avaient tapé Washington et Utah. Voilà, et donc voilà, et au final, c'est une saison qui est bah, un peu frustrante parce que les limites sont tellement évidentes qu'on a l'impression qu'en saison régulière, on a déjà tapé un peu le plafond de verre de cette équipe, quoi.
Ouais, je comprends. Ouais, en fait, les investissements de l'été, tu vite vu les limites du gros investissement de l'été, en C'est fait, ça. Tu as potentiellement. aussi le côté où, bah, peut-être tu as l'impression en tout cas que l'été dernier, c'était, pas la phase finale, mais que la phase finale, ce sera, peut-être l'année prochaine. Parce qu'on a vite vu, comme dit, que cette équipe, elle bon, en tout cas dans la théorie, j'ai l'impression qu'elle pouvait pas faire partie des contenders de chapeau 1, quoi. OK. Bon, c'est dans cette série qu'ils doivent, vous prouver le contraire, donc on va essayer de voir s'il y a des clés qui peuvent faire en sorte qu'ils viennent challenger les champions en titre. Du coup, Titouan, je vais te laisser me dire ce que tu as retenu de la série entre les Knicks et les Pistons. Moi, j'ai pas vu un match, comme je vous le disais. Du coup, est-ce que tu as revu des choses bien, pas bien, côté New York, hein, on va pas trop parler des Pistons, on n'est pas là pour ça. Et puis après, Baptiste, il complétera. J'imagine qu'il a aussi plein de choses à dire sur cette série. Ouais, bah, je laisserai Baptiste compléter, parce que je pense que lui, il a vu tous les matchs, j'en ai vu que deux ou trois, mais moi, ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est à quel point, en fait, les Pistons ont un peu laissé les Knicks, bah, notamment sur les matchs où les Knicks gagnent, euh, ont laissé un peu jouer leur jeu, et notamment un Jalen Brunson, où en fait, ils ont laissé le shot-making de Jalen Brunson, lui qui aime bien ces petits shoots mid-range, et en fait, ils ont laissé beaucoup de mid-range euh, à Jalen Brunson et même aux Knicks de manière générale. Et j'ai l'impression, là encore, Baptiste me confirmera, mais j'ai l'impression que sur les matchs qu'ont gagné les Knicks, en fait, ils ont globalement toujours eu les mêmes types de shoots. C'est plus que, bah, il y a des moments où c'est rentré et des moments où c'est pas rentré. Et on en reviendra après quand on parlera de la match face aux Celtics, mais c'est peut-être là où ça va être intéressant, c'est de jouer sur, en tant que joueur des Celtics, de jouer sur ce shot-making des Knicks en se disant, ok, on leur laisse le mi-distance, et si on doit mourir parce que les Knicks ont fait 4, 5, 6, 7 matchs avec une adresse de folie à mi-distance, bah, en gros, qu'il en soit ainsi, entre guillemets. Et je pense que les Pistons ont un peu misé là-dessus. Et bon, bah, pas de chance, c'est que des fois ça rentrait, des fois ça rentrait pas. Donc il y avait ça, et sur la partie un peu, on en parlait un peu en off, mais la partie ciblage où en fait on a vu pas mal de Kate Cunningham euh, chercher à cibler Carl Anthony Towns, je crois que c'est dans le match 1 notamment. Et du coup, il y a eu pas mal aussi de. Les Pistons ont joué aussi de manière à déjouer un peu ce mismatch de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la défense, où les Pistons ont joué pas mal avec du Jalen Duren, comme le disait Baptiste, avec du Jalen Duren sur Josh Hart, par exemple, là où on aurait tendance à se dire, bah, Jalen Duren, on va le mettre sur Karl Anthony Towns. Il y avait pas mal de Jalen Duren sur Josh Hart. Josh Hart étant le seul non-shooter, ça permettait de garder Jalen Duren près du cercle pour faire du roaming, donc de la protection de cercle secondaire, et pouvoir un peu dissuader tous les drives et les accès au cercle des Knicks. Ça, je pense que c'est un truc, bon, que Mazzulla n'a pas attendu la série contre les Pistons pour le savoir, mais c'est un truc, je pense que le coaching staff des Celtics doit noter dans un coin de leur tête, parce que c'est un jeu que Mazzulla aime bien faire, c'est-à-dire de toujours laisser un rim protecteur faire du roaming près du cercle, notamment un Porzingis. Et du coup, je ne serais pas étonné de voir par exemple les Celtics défendre un peu de la même façon qu'ont fait les Pistons, c'est-à-dire avec un Porzingis qui ne va pas forcément défendre directement sur Karl Anthony Towns, mais plutôt sur le non-shooter ou le plus mauvais shooter des Knicks, en l'occurrence Josh Hart, euh, pour garder cette protection de cercle en priorité. Très clairement, c'est ce qui s'était déjà passé en saison régulière, hein. Donc là, j'imagine qu'on va vraiment revoir ça bah, dès le premier match, hein. Très clairement, je pense dès la première possession offensive des Knicks, à mon avis, Porzingis sera un pied dans la raquette à 2 mètres de Josh Hart. Baptiste, d'autres choses à ajouter sur cette série? Des choses qui t'ont inquiété ou plutôt rassuré, des choses que tu as aimé, pas aimé de ton équipe? Ouais, bah, écoute, il y a des choses qui ont été évidemment, assez inquiétantes. Et pour moi, le plus, comment dire? Le plus frustrant sur le côté offensif, c'est, ce qu'a dit Titouan, c'est-à-dire ce côté où, ben, Josh Hart, en fait, les Knicks, dans la théorie, tu as un five out, dans la pratique, tu en as pas du tout.
t'en as pas du tout et en fait, voilà, tu as énormément de lignes de drive qui ont été bouchées. Mais en plus de ça, moi, ce que j'ai bien aimé côté Pistons et du coup pas trop aimé côté Knicks, c'est le côté où, les Pistons ont beaucoup switché. Alors ils ont essayé sur la fin de la série de garder Ozar Thompson le plus sur Bronson possible, mais en fait, les Knicks, ont énormément de mal à attaquer des switch all, ou en tout cas des équipes qui switchent beaucoup. Ça ça tombe bien pour Boston. Boston le fait pas mal. Ça tombe mal pour New York. Boston le fait pas mal aussi. Mais en fait, pourquoi? Parce que ça coupe complètement le pick and pop de Karl Anthony Towns. Ça coupe complètement le pick and pop de Karl Anthony Towns et ça m'a pas mal inquiété. Alors, ils ont trouvé des petites choses comme poser des écrans plus hauts, et cetera. Mais au final, en fait, ce qui est aussi inquiétant, c'est que, Détroit a réussi à parfois ne pas concéder le switch, donc garder Ozar Thompson sur Bronson et ne pas concéder le décalage parce qu'on a vu aussi les limites de pose d'écran de Towns et ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on a vu aussi, je pense, sur pas mal de matchs, c'est que face à ce genre de configuration, Towns, on va essayer de l'installer au post-up face au mismatch, vu qu'il a pas l'intérieur face à lui et on a vu que finalement, c'est pas si mal, c'est pas un mauvais joueur de post-up, c'est un bon joueur de post-up, mais c'est pas un excellent joueur de post-up. C'est pas une attaque qui est ultra efficace, ça reste des attaques qui sont pas mal statiques et c'est pas un excellent passeur sur post-up. Towns, pour moi, c'est un bon passeur quand il a le jeu face à lui, mais sur post-up, il a un peu, cette vision un peu, comment dire? Pas tunnel, mais qui est pas périphérique en tout cas et ça a posé pas mal de soucis où, bah, il arrive à trouver quelques fois, le joueur qui va cutter dans le dunker spot de l'autre côté, mais en fait, il va toujours chercher cette passe qui est très proche de lui et il y a très rarement des renversements de jeu, des skip passes et des choses comme ça et en défense, pour moi, en attaque, finalement, on a eu du Tibbs il a trouvé quelques ajustements, de mettre Bronson un peu plus en mouvement, ce qui fait aussi la force de Bronson. Mais en défense, pour moi, on a vraiment vu les limites de l'effectif plus que de Tibbs, dans le sens où, au final, sur la série, on a essayé, enfin, les Knicks ont essayé énormément de couverture, que ce soit du hard edge et on a vu que Cunningham pouvait passer au-dessus. Tatum, il pourra aussi passer au-dessus. On a vu du drop et pour le coup, je trouvais que c'était des pick and roll n'étaient pas forcément ultra bien animés du côté de Détroit, mais ça a laissé le mid-range à notre ami Cade et il y a quelque chose dont moi j'avais pas mal parlé aussi avec Azad et qui me fait pas mal peur et qu'on avait beaucoup vu, c'est, pardon, je parle beaucoup, mais c'est que les Pistons ont fait une ou 2 fois et on l'a vu qu'à chaque fois ça marchait, mais le côté en fait, ramener un poseur d'écran pour le poseur d'écran. C'est-à-dire faire travailler Karl Anthony Towns avec soit un écran préalable avant le pick and roll, un RAM, screen, soit un écran descendant dans son dos quand il doit du coup, rétropédaler vers le panier et ça on a vu que dès qu'il est un peu mis en mouvement, c'est catastrophique et du coup, ouais, moi je pense qu'il y aura Porzingis qui va être tenté en roamer et ce qui me fait aussi pas mal peur des Knicks parce que malgré tout les Knicks sont quand même pas mal adaptés avec plus de Josh Hart ballon en main, pour réussir à impliquer Jalen Duren ou des choses comme ça sur la fin de série. Mais moi, ce qui me fait peur du côté des Celtics, c'est que, il y a la carte à Ford et la carte Switch All et ça peut faire très, très peur parce que là, il y a plus aucun décalage et les Knicks ont beaucoup galéré face à ça, face aux Pistons. Donc voilà ce que j'aurais à rajouter. Désolé, je sans doute beaucoup de choses à dire, C'était très mais bien, voilà. c'était très bien. On n'a pas attaqué les clés tactiques et on a déjà plein de trucs qui ont été dites et en fait, elle est assez passionnante cette série parce que l'équipe de Boston, on la connaît par cœur. Ça fait quand même déjà 2 ans, 2 ans et demi qu'on se mange de cette équipe de Mazzulla. Elle a gagné NL, on l'a beaucoup vu. Et cette équipe des Knicks, je trouve qu'elle est très, comment dire, qu'elle est très lisible dans ses faiblesses. Effectivement, tu as deux cibles défensives prioritaires, enfin, deux mecs à attaquer en la personne de Bronson et Karl Anthony Towns, et c'est très, ouais, assez lisible, donc assez passionnant du coup. Il n'y a pas besoin d'être, moi je m'estime être pas un super expert, mais quand même, je trouve que c'est assez facile à voir et facile à remarquer sur les matchs qu'on a eu en régulière. Les gars, je vais vous lancer. Donc, vous allez essayer de nous donner les deux trois clés de cette série.
À votre avis, des clés tactiques, il y a eu 4-0 en régulière pour Boston, il y a eu des 2-3 bonnes raclées. Le dernier match s'est fini en overtime et avec du gros shot making côté Boston, mais ça s'est joué à pas grand chose. Titouan, est-ce qu'il y a une ou deux choses vraiment que tu vas surveiller en premier lieu dès le premier match qui pour toi peuvent décider de l'intégralité de la série, ou vraiment le truc qui va revenir en Moi, je permanence? pense que c'est quelque chose qu'on rappelle souvent, mais je pense que c'est la partie où nous on attaque et les Knicks défendent. Parce que Baptiste en a parlé, mais la défense des Celtics, en fait, ils ont des profils tellement polyvalents et grands que finalement, tu peux faire du switch all, tu peux avoir du roaming avec Porzingis, voire Cornet qui reste près du cercle. Et en fait, j'ai vraiment du mal à voir les Knicks sur toute une longueur d'un match ou même d'une série vraiment prendre l'ascendant sur la défense des Celtics, si ce n'est par un gros shot making, notamment à mi-distance, parce qu'en fait, bah, j'ai dit, mais les Knicks, c'est un peu leur petit shoot favori. Ils aiment beaucoup aller au cercle et à mi-distance, sauf que les Celtics, c'est une des meilleures défenses de la ligue pour protéger le cercle. Et les Celtics laissent de manière très volontiers les shoots à mi-distance. Donc il y a de grandes chances que les Knicks, et notamment Jalen Brunson, puissent prendre sa dizaine de shoots là, sur son petit flotteur, sur son petit shoot mi-distance. Et pour moi, en dehors d'un scénario où justement Brunson ou d'autres rendent tous leurs shoots à mi-distance, j'ai du mal à voir l'attaque des Knicks vraiment mettre en difficulté la défense des Celtics. Par contre, même si les Knicks ont théoriquement pas une si bonne défense que ça, on sait que les Celtics sont capables de déjouer un peu offensivement, notamment à trop forcer le mismatch hunting, où finalement tu te retrouves un peu sur du 1 contre 1, sur de l'isolation. Alors, enfin, de l'isolation, c'est pas vraiment de l'isolation à la James Harden 2017-2018, mais tu te retrouves avec pas mal de 1 contre 1 joués et où finalement tu reposes beaucoup ta réussite offensive sur des tirs qui sont pas toujours rentables et donc sur la réussite de ces tirs pas toujours rentables. Je pense notamment à un Tatum par exemple contre Orlando qui a eu pas mal de mismatchs et qui s'est retrouvé à faire pas mal de shoots à mi-distance. C'est bien quand il aimait, mais quand il aimait pas, enfin voilà, c'est un shoot qui est quand même pas très rentable sur le long terme. Et donc voilà, c'est plus sur cette partie comment les Celtics vont attaquer les Knicks, même si on sait en théorie ils sont censés attaquer Brunson pour l'isoler, enfin isoler Brunson et attaquer si possible en écartant un Anunoby par exemple qui finalement est probablement le meilleur protecteur de cercle des Knicks. Je veux dire quand Mitchell Robinson n'est pas sur le terrain. Et du coup, voilà, est-ce que tu vas pas mettre le meilleur shooter sur Anunoby et essayer de cibler du Karl Anthony Towns ou du Brunson pour finir près du cercle? Ça, moi, c'est ce que j'espère. Mais ce que j'ai peur, c'est de voir du Tatum ou du Brown qui va prendre Brunson sur lui et qui va l'isoler, mais plutôt que d'aller chercher le cercle, qui va shooter plutôt à mi-distance comme ils aiment bien faire. Et c'est là où je pense que les Knicks peuvent un peu prendre à défaut l'attaque des Celtics en les forçant en fait à prendre ces shoots qui sont censés être des shoots avantageux parce que, ok, tu as la mismatch Tatum sur Brunson ou Brown sur Brunson, mais qui finalement s'avère être un shoot pas si rentable que ça parce que bah, la finition du shoot, c'est un tir à mi-distance. Ok, ouais, tu étais un peu, nous on fait un peu partie, je crois que tu es comme moi. On a beaucoup plus confiance en la défense de Boston qu'en l'attaque de Boston, qui à notre avis peut plus facilement Ouais. dérailler que la défense. Moi j'ai jamais eu peur de notre défense, enfin, mis à part sur des porteurs de balles bien spécifiques, type arrière ultra rapide ou des choses comme ça, playmaker d'élite. J'ai toujours eu confiance en cette défense, alors que cette attaque peut, parce qu'on l'a déjà vu dérailler en fait, hein. Je pense qu'en fait on était traumatisé de Spoelstra en fait, hein, des années hit, hein. Donc je pense qu'en fait ça vient de là tout ça, sachant que quand même nos deux joueurs principaux ont quand même bien progressé dans la gestion de tout ça. Baptiste, j'ai une question un peu tactique sur les matchs de saison régulière, sur les matchs contre donc Boston-New York. On a vu beaucoup de pick and roll Jason Tatum avec
Porzingis ou avec un poseur d'écran, mais surtout du pick and roll où finalement on l'a vu énormément pull-up à 3 points, ça faisait un drop de Karl Anthony Towns, donc ça laissait un pull-up à 3 points de Tatum, et c'est beaucoup rentré en régulière. À ton avis, qu'est-ce que tu espères comme couverture, toi, sur cette série, sur le pick and roll de Tatum, sachant que moi, je pense que je me demande si je serais pas prêt à concéder des pull-ups de Tatum, au moins au départ, pour voir si ça rentre, parce que historiquement, ça rentre pas tout le temps, et c'est assez variable. Alors quand ça commence à rentrer, c'est quand même très Mm. problématique, mais je me demande si je suis Thibodeau, si je suis pas prêt à vivre avec ça, au moins dans un premier temps. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que, comme j'ai dit, les Celtics, moi, j'ai l'impression que sur tous les matchs de régulière et dès qu'il y a eu un intérieur un peu comme ça, ce qu'ils aiment bien faire, c'est justement chercher la pause d'espace, même si l'intérieur fait pas forcément du drop, essayer de la forcer un peu pour Tatum. Et moi, ce qui me fait vraiment peur, ouais, c'est vraiment ces actions où Karl Anthony Towns, bah, il va devoir naviguer un premier écran avant de venir sur le pick and roll central de Tatum. Je pense que Tatum, il aura les ballons, enfin, il aura, pardon, les poches d'espace, il aura les pull-ups ouverts, un peu rien que pour ça. Maintenant, moi, ce que je me dis, et c'est peut-être une mauvaise idée parce qu'on a vu que ça n'a pas forcément marché l'année dernière, encore que, mais je trouve que l'idée de switcher face à Tatum avec Karl Anthony Towns, mais d'avoir peut-être sur certaines. En tout cas, mon idée, ce serait de varier le plus possible les couvertures. Ce que je trouve Denver l'a un peu fait contre les Clippers, c'est-à-dire que bah, ils alternent énormément les couvertures, pas pendant la série, mais au sein vraiment d'un match, ils alternent énormément. Et pour moi, c'est un peu ça où il faut essayer de faire dérailler Boston, où Boston est très méthodique et tout est pensé à l'avance. Mais peut-être que si jamais on leur fait, on les force à sortir de leur routine, là, ils peuvent avoir un peu plus de mal. Et moi, ce que je me dis, c'est que Mitchell Robinson pourrait avoir un rôle qui peut être super important. Parce qu'en fait, si tu fais le switch, ce qui est important, c'est de le protéger derrière, évidemment, avec peut-être voilà, un Mitchell Robinson qui serait lui en roamer ou en tout cas en protecteur de panier. Et aussi, ce que j'aimerais bien voir, et je trouve on voit pas trop face aux Celtics, et c'est logique au vu du spacing, mais c'est essayer de temps à autre, sur l'une ou l'autre possession, un blitz sur Tatum, parce que je pense que ça reste un porteur de balle qui n'est pas Luka Doncic. Et pour moi, le drop, ce qui me fait encore plus peur que le pull-up, c'est qu'en fait, Tatum, il peut prendre de la vitesse et il peut driver. Et en réalité, moi, ouais, c'est vraiment ça qui me fait peur. Il n'y a pas l'écran pour Towns qui monte, mais il y a parfois un écran dans son dos quand il redescend. Et là Tatum, pour moi, va être trop fort. Et si tu passes Towns, en plus, comme dit, il n'y a pas de protection de cercle derrière. Donc pour moi, en fait, la carte à jouer des Knicks, c'est un peu ouais, la variation des couvertures, quoi. Et pourquoi pas même ne pas hésiter à faire switcher Towns si tu as Mitchell Robinson dans un second temps. Et je dis ça parce que sur les finales, en réalité, je trouve que ce qui a fait gagner les Celtics l'année dernière, c'est surtout leur défense, quoi. C'est surtout leur défense. Et l'attaque, alors, ils ont mieux attaqué que Dallas, c'est sûr, mais elle n'a pas été non plus dans des 125, 130 d'offensive rating tout le temps contre Dallas, quoi. Non, les tirs étaient pas vraiment tombés dedans, alors qu'il y avait des positions plutôt ok, on va dire. Donc c'était pas, effectivement, c'était la défense qui était la plus solide. T'as raison de dire que de varier les défenses. Je sais pas après si le roster est construit, parce que ça reste, j'imagine, intellectuellement et au niveau physique et surtout intellectuel, varier les couvertures comme ça en permanence dans un match, ça doit être hyper compliqué, même si j'imagine qu'une défense de très très haut niveau, dès lors qu'elle voit que l'attaque commence à trouver des solutions, de pouvoir s'adapter en permanence, c'est ce qui ferait peut-être la meilleure défense du monde, en fait, tout simplement. Mm. Je pense à OKC en disant tout ça, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je pense que tu as complètement raison de sortir Boston de son train-train, parce que tu sais très bien que tu vas te manger une espèce de rouleau compresseur qui s'arrête jamais. Et puis là, du coup, tu vas te retrouver un peu sans solution, à mon avis. Si vraiment, ce qui s'est passé un peu en régulière, c'est que justement,
Thibodeau, il a pas trop varié. C'était toujours Towns qui défendait Porzingis, donc Porzingis venait poser un écran, Towns se retrouvait impliqué directement sur le pick and roll et tout. Alors que, à mon avis, je pense qu'il peut mettre, faire un peu, jouer sur un peu sur les match-up et tout, comme fait Mazzula beaucoup. Donc je sais pas si il y avait un peu toujours ce truc de se dire je suis en régulière, je garde ma défense classique et je m'adapte pas trop, même sur les gros matchs. C'est peut-être qu'il va nous sortir des coups du chapeau qu'on n'a pas vu Je venir. sais pas, moi j'ai une question pour Baptiste. Alors on sait, c'est un peu un marronnier en NBA que Thibodeau joue avec. S'il pouvait jouer qu'avec 4 gars sur le terrain, il le ferait. Euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un peu plus de Mitchell Robinson? Parce que pour le coup, lui, tu as un protecteur de cercle qui est quand même plus intéressant que Karl Anthony Towns. Alors offensivement, ça t'apporte d'autres problématiques, mais défensivement, vu qu'on a dit que le but c'était un peu d'essayer de faire dérailler l'attaque des Celtics. Est-ce que toi tu penses que les Knicks pourraient justement avoir peut-être un peu plus de Mitchell Robinson qui joue, je sais pas, il doit jouer quoi, peut-être un quart d'heure par match, un truc comme ça, et qui avoisine les 20-25 minutes pour justement garder un peu plus de protection de cercle et se dire quitte à avoir euh, un joueur qui peut être impliqué dans le pick and roll, autant que ce soit enfin, autant avoir la possibilité de garder un roamer en bas. Ouais, ouais, bah, moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien. Le truc, c'est que, en effet, je pense que Thibodeau, il a montré. Sur la couverture, je pense qu'il y avait un peu ce côté de je veux pas avancer mes pions face à Boston. L'objectif, c'est de tomber face à Boston. Je veux pas avancer mes pions avant les playoffs. Ça, ok, sur les couvertures. Mais sur les match-up, je pense que c'est un peu, enfin, c'est foutu, quoi. Il l'a pas fait contre Détroit, alors que c'était peut-être la cible idéale pour moi pour un peu tricher avec les match-up, de sortir OG Anunoby sur un Osar Thompson pour le faire roamer, ou des petites choses comme ça. Ça, il l'a pas fait. Il a toujours gardé son Karl Anthony Towns sur Jalen Duren, OG Anunoby sur Cade. Et OG sur Cade, ça peut se comprendre, mais le fait est que, bah, du coup, ça donnait un pick and roll gratuit, entre guillemets, où tu sais que Towns va monter, et Jalen Duren sur le short roll, il s'est un peu éclaté. Et du coup, Mitchell Robinson, sur certaines possessions, quand il a joué 15-20 minutes face aux Pistons, bah, c'est vrai que ça t'apporte quand même une espèce de dissuasion de, bah, si tu fais ton edge avec Towns, en fait, tu as Mitchell Robinson derrière, ça tient la route. Franchement, ça tient la route. Et c'est un niveau de dissuasion que Josh Hart, que j'adore, n'a pas. Et le truc, c'est qu'aussi offensivement, je pense que Mitchell Robinson, il a un peu une clé à jouer, dans le sens où je trouve qu'il empêche un peu ce jeu des matchs. Enfin, je pense que Boston le fera quoi qu'il arrive, et j'y pense depuis qu'on sait qu'il y a la série. Mais je suis même pas surpris si à un moment dans la série, il y a Jrue Holiday sur Karl Anthony Towns et Derrick White sur Jalen Ah oui. Brunson. Parce qu'en fait, mais là, ça te coupe le pick and roll, mais à un niveau, mais enfin, jamais vu, quoi, entre guillemets. Mais si tu as Mitchell Robinson, je trouve qu'il force un peu d'avoir un bon rebondeur dessus. Et c'est là où Tatum peut être génial, parce qu'il peut prendre Mitchell Robinson. Mais on l'a un peu vu face à Détroit, c'est que, bah, tu es un peu obligé de remettre Jalen Duren dessus, parce que sinon, bah, au moment où l'aide vient, donc le joueur depuis Mitchell Robinson vient en aide, eh bien, Jalen Brunson, il va prendre son tir, ok, peut-être qu'il sera contesté par justement cette aide, mais du coup, ça ouvre le rebond offensif, et Mitchell Robinson, c'est un monstre au rebond offensif. C'est ce qu'on voit beaucoup aussi sur la série des Rockets, c'est-à-dire que, ok, il y a l'intérieur qui va défendre Şengün, parce que sinon, il y a un peu ce problème du post-up, mais du coup, ça ouvre Steven Adams au rebond. Et Steven Adams face à Jimmy Butler, c'est un peu un mismatch au rebond. Et je pense qu'il peut y avoir aussi ce côté de jouer peut-être sur autre chose, essayer d'attaquer le rebond offensif face à Boston, qui, si jamais Boston se met à tout switcher, on sait que tu deviens un peu plus friable au rebond, même si Boston et c'est pas OKC où c'est vraiment une faiblesse à OKC, c'est un peu moins le cas à Boston. Mais le problème de Mitchell Robinson, je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est évidemment la santé, le moteur, le coffre, etc. Où sur la saison régulière, il a quoi, 260 minutes, et sur les playoffs, il a que 15-20 minutes. Et je pense qu'il y a ce problème de, bah, il se fatigue très vite, et c'est un joueur fragile. Et le deuxième truc, c'est que en attaque, mine de rien,
tu peux pas le faire jouer avec Josh Hart. Tu peux pas Oui. et vu que Josh Hart t'apporte tellement sur la transition, le côté aussi switchabilité défensive et cetera et le connecting en attaque que Mitchell Robinson n'a pas du tout, bah, tu peux pas le faire jouer vraiment beaucoup plus pour ces 2 raisons-là, quoi. Mais c'est un peu dommage parce que dans la théorie, même si c'est pas un poseur d'écran génial, c'est aussi peut-être le meilleur poseur d'écran qui reste aux Knicks pour libérer un peu notre ami Jalen Brunson, quoi. Ce que tu dis sur Mitchell Robinson, ça me fait penser un peu au rôle qu'on donne à Cornet en fait. Poser des écrans, venir jouer le jeu du rebond offensif et tout. Et je pense que tu as raison, si ça switch et que du coup tu as Tatum qui se retrouve au rebond contre Mitchell Robinson, quoi qu'il arrive, je trouve que c'est pas une mauvaise situation que ça arrive à se transformer en rebond offensif ou pas. Ça peut faire des fautes à Tatum, ça peut le fatiguer quand on sait la charge qu'il a de l'autre côté. Je trouve que c'est, quoi qu'il arrive, pas une mauvaise situation pour New York de peut-être gonfler un peu les minutes de Robinson. Après, j'avoue que j'avais pas capté les 260 minutes en régulière. Il ferait passer Porzingis pour un marathonien. Cette année-là, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Les gars, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez parler sur cette match-up? On n'a pas parlé des ailiers de. Moi, je suis toujours un peu. On parle beaucoup de Bronson Cat en défense parce que c'est les cibles prioritaires. C'est aussi les deux meilleurs joueurs offensifs de cette équipe. Quid de Michael Bridges et OG Anunoby en attaque notamment. Est-ce qu'ils ont beaucoup de tickets de tir? Est-ce que finalement on s'en sert juste comme des spot-up shooters qui sont même pas élites? Je sais pas. Du coup, j'imagine que la question est un peu pour moi. Bon, pour tout le monde. Non, bah, là, pour le coup, c'est vrai que il y a 2-3 séquences où c'est cool. C'est-à-dire, Mikal Bridges, c'est pas un créateur de pick and roll comme Tatum, comme machin, comme Brunson et donc ce qui est cool, c'est que l'une ou l'autre séquence par match, bah, on le met en mouvement avec, du coup, 1 ou 2 écrans et du coup, bah, les zoom action, les choses comme ça et heu et en vrai, c'est plutôt un bon decision maker, là-dessus. Une fois qu'il a le premier décalage de créer et qu'il a vraiment le jeu face à lui. Le enfin, le souci, c'est que ça arrive trop peu rarement et comme dit, Anunoby et Mikal Bridges, bah, c'est des joueurs qui ont quand même pas mal de mal à se créer, leur tir face à des switches. Alors OG a peut-être un peu moins de mal parce que face à des profils plus petits, il a ce côté puissance où ce qu'il aime bien faire, c'est en gros mettre il arrive à fond sur son épaule droite, il met un giga coup d'épaule sur son épaule droite et il fait un petit step back et jump shot. Et bon, c'est vrai que c'est spectaculaire, c'est pas mal parce que souvent ça crée beaucoup d'écart. Mais pour moi, ils sont très importants, Mikal Bridges et OG Anunoby, évidemment pour le spacing, parce que tu as quand même 2 énormes shooters dans les corners et ils sont importants sur le côté playmaking défensif, en fait, plus pour moi, où, sur toute la saison, je me souviens d'un match contre Memphis, contre des belles victoires comme ça ou même contre Détroit, les meilleurs passages, c'est aussi les moments où ils arrivent à créer de la transition et les deux sont vraiment vraiment pas mal pour se placer dans les lignes de drive ou des petites choses comme ça. Alors il y a pas le niveau de protection de cercle et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pouvait voir, dès dès le moment du trade où on pouvait se dire: «Ah peut-être que OG Anunoby, et c'est le meilleur, je pense que c'est le meilleur comme tu l'as dit, juste avant Vincent, mais ça reste pas élite. Mais ouais, sur les lignes de passe et de drive, faudra être là, faudra être là, je pense et et ils sont super importants et un petit truc que j'y repense maintenant, mais t'en parlais avant sur le côté, changement de couverture des Knicks qui arrivent pas forcément à le faire. Je suis complètement d'accord parce que, les Knicks, dès qu'ils changeaient de couverture, il y a beaucoup de séquences où en fait, bah, Towns, il est pas du tout c'est pas qu'il est pas là, on ball ou il est mauvais on ball, c'est qu'il fait pas du tout la bonne rotation off ball et ça peut être un vrai problème parce que c'est même parfois, il y a, je crois, 3 possessions de suite où il fait pas la bonne rotation et c'est Jalen Brunson qui lui dit quoi faire. Donc voilà, mais ouais, je pense que les 2. Après, je sais pas comment vous l'abordez, ça peut être intéressant d'avoir votre avis là-dessus, mais
on les a beaucoup vendus comme les wing stoppers. Comment vous l'abordez? Est-ce que vous vous dites: «Ah oui, quand même, ça peut être 2 joueurs qui peuvent faire baisser le rendement de Tatum et Mikal ou pas forcément?» Bah, en fait, le truc, c'est que moi, effectivement, dans la théorie, je pense que si tu as une ISO, entre guillemets, si vraiment tu as un Tatum ou un Brown qui doit attaquer en 1 contre 1, un Bridges ou un Anunoby, là, ça peut être compliqué. Mais le problème, enfin, le problème pour les Knicks, et c'est un peu la force des Celtics, c'est qu'ils ont un peu quasiment 5 joueurs qui peuvent vraiment attaquer en fait balle en main. Même si un Jrue Holiday est en fait depuis 2 saisons plus utilisé comme un finisseur, on sait que c'est un joueur qui, s'il a la mismatch, peut également un peu attaquer balle en main. Brown peut le faire, Derrick White peut le faire, Tatum évidemment, Porzingis, même si c'est plus sur du post-up. Et du coup, je me dis que les Celtics, normalement, vont tout faire pour justement pas avoir une attaque où Brown et où Tatum doit attaquer en face, on va dire en 1 contre 1, Anunoby ou Bridges. Ça va enchaîner les pick and roll, ça va enchaîner les écrans peut-être loin du ballon. À mon avis, tu vas avoir beaucoup de spin pick and roll et beaucoup d'écrans pour essayer de faire switcher justement les Knicks et de faire sauter. Je pense qu'à mon avis, un Anunoby ou un Bridges va commencer la possession, toujours en étant direct sur Tatum ou sur Brown. Et je pense que les Celtics vont enchaîner les écrans pour essayer de faire sauter cette match-up et essayer d'obtenir, comme on disait, un Karl Anthony Towns ou un Brunson ou même un Josh Hart qui est un formidable défenseur mais qui sur un Tatum par exemple lui va lui manquer quelques centimètres. Donc ouais, je pense que c'est des joueurs qui moi me font un peu peur défensivement, mais les Celtics sont tels qu'ils vont tout faire pour essayer de faire sauter cette match-up. Et quand bien même ils n'y arriveraient pas, et donc si tu prends la théorie la plus pure, tu as un Bridges, on va dire sur Brown, un Anunoby sur Tatum, bah, théoriquement, c'est-à-dire que tu as un Derrick White qui a Brunson ou Karl Anthony Towns sur lui. Et je pense que Derrick White est capable d'attaquer ça. Ou alors il a un Josh Hart, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu as un Porzingis sur Brunson. Enfin, tu vois, il y a toujours une mismatch quelque part, en fait. Et c'est là où j'espère que Brown et Tatum vont avoir un peu cette intelligence de jeu. Je pense enfin, notamment Tatum, hein, j'ai jamais, on a très peu douté de lui. Il a fait énormément de progrès en plus là-dessus ces dernières saisons. Mais d'avoir cette intelligence de jeu, de se dire, bah ok, là on a les 2 meilleurs défenseurs sur nous, notamment un Anunoby qui est quand même un rim protecteur correct. Bah, on reste loin du cercle, on les attire et en fait, en gros, on laisse White faire ce qu'il a à faire, on laisse Porzingis faire ce qu'il a à faire. C'est un peu ce qu'on avait eu contre le Heat la saison dernière et contre les Cavs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu le Heat avait mis Bam Adebayo et les Cavs avaient mis Evan Mobley, donc leurs 2 meilleurs défenseurs sur Tatum. Et Mazzulla, il avait dit quoi? Il avait dit à Tatum, bah en gros, j'exagère un peu, mais en gros, c'est reste en plein milieu du terrain et garde Bam ou Mobley très loin du cercle. Et comme ça, le meilleur défenseur est un peu en dehors du jeu, et en plus, c'est le meilleur protecteur de cercle, donc ça nous arrange. Et c'est pour ça qu'un Derrick White ou un Jalen Brown ait pu autant scorer face au Heat et face aux Cavs la saison dernière. C'est en grande partie grâce à la gravité en fait et la dangerosité qu'apportait un Tatum. Mais c'est tout ce que tu racontes là, c'est un peu le résumé de l'adage qui moi m'intéresse, c'est qu'on dit que souvent la défense, le niveau d'une défense, elle est mise en rapport avec son plus mauvais défenseur, le plus mauvais défenseur sur le terrain, c'est que les équipes, elles sont devenues tellement performantes pour réussir à amener le jeu et à éloigner certains mecs de l'action et du ballon. Effectivement, moi, la première chose que je ferais si j'étais Madoula, c'est essayer de construire mon attaque en sorte que Anunoby soit loin du ballon, parce que je considère que c'est de loin le meilleur défenseur de 5 majeurs. Et c'est vrai que du coup, les équipes sont devenues tellement fortes pour ça que finalement, eh ben, on va toujours essayer d'éloigner le plus possible le ou les 2 meilleurs défenseurs du ballon et de l'action surtout. Donc c'est vrai que et en plus Boston, j'ai l'impression que c'est un peu spécialité maison ça, hein, ce côté quadrillage et méthodologie pour faire en sorte Mmh. que les meilleurs défenseurs soient pas là tout simplement. Enfin servent pas à grand chose. Servent à bloquer une solution, mais d'avoir toujours une ou deux solutions
de secours pour faire fonctionner l'attaque. Surtout que la force des Celtics, après je laisse Baptiste parler là-dessus, mais surtout que la force des Celtics, c'est qu'ils ont dans leur rotation, enfin dans le 5 titulaire et même les joueurs de rotation, ils ont quasiment que des joueurs qui sont capables de faire du connecting. Et du coup, bah, ça te permet en fait, même si, imaginons que les Knicks arrivent très bien à switch all et à garder Anunoby sur Tatum et à Bridges sur Jalen Brown, on a déjà vu alors Tatum évidemment, on a vu que Brown a fait énormément de progrès sur le passing cette saison, même si c'est pas encore ça, il a fait quand même beaucoup de progrès. On sait que Porzingis est capable de faire ses passes, Jrue Holiday et Derrick White sont de formidables connecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, t'as que des joueurs qui, en 2-3 passes, enfin, tu peux casser un peu cette match-up où, ok, Anunoby a réussi à rester sur Tatum, et on sait qu'on va réussir à avoir le décalage ailleurs grâce notamment à 5 joueurs qui peuvent passer. Et c'est là où je pense que ça nous rappelle, on en parle souvent avec Baptiste, mais à quel point le passing, même pour des joueurs qui en théorie sont des finisseurs, est de plus en plus important. Et en fait, ça devient, je pense, limite plus important que le spacing, que le shoot à 3 points. Ouais, mais c'est ultra intéressant parce que, en fait, ce que vous avez décrit, c'est aussi pour ça que Boston est champion, je trouve. C'est ce côté, en fait, tu as 5, c'est même pas des connecteurs, c'est 5, bon, allez, 4 ball handlers. Tu as 4 ball handlers de plutôt bon niveau, quoi. Et c'est ça qui est intéressant parce que, du coup, ce que, ce que tu peux faire, enfin, ce que tu aimerais bien faire peut-être quand tu es New York, c'est se dire, OK, bah, ce qu'on aimerait bien faire, c'est garder OG Anunoby sur Jason Tatum. Et, euh, et je pense que c'est peut-être le meilleur calcul, sans doute, de essayer de pas forcément switcher à Anunoby, de le garder sur Tatum, parce qu'en vrai, c'est un super navigateur d'écran, et alors dans son style évidemment, mais je pense que sur un drop, il peut réussir à rester devant. Le truc, c'est que je pense que, en tout cas, je pense que le duo OG Anunoby-Mitchell Robinson, s'il joue, peut réussir à, en tout cas, Mitchell Robinson peut donner le temps que Towns ne donne pas à OG Anunoby pour rester devant. Le truc, c'est que bah, face à un drop, tu as le pick and pop des Celtics. Et surtout, il y a exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, bah, en fait, les Celtics, si c'est pas Tatum qui attaque, ça va peut-être aux Knicks, mais ça va peut-être aussi aux Celtics. Et c'est pas grave, on va attaquer avec une empty action de l'autre côté pour cibler Towns et Bronson entre Derrick White et Jrue Holiday. Et les Celtics seront très, très contents d'avoir ça. Donc, c'est un peu, pour le coup, j'ai du mal à voir comment est-ce que les Knicks peuvent un peu freiner cette attaque. J'avoue que limite, je suis peut-être à contre-courant, mais je suis peut-être de l'autre côté. Je suis peut-être de l'autre côté où je me dis bon, du coup, c'est peut-être du coup autre chose, un autre sujet. Mais Bronson, en fait, enfin, c'est paradoxal parce que la meilleure chance défensivement pour moi, pour les Knicks, c'est Bronson en attaque, dans le sens où s'il y a Kristaps Porzingis sur le terrain, ben, moi je me souviens de pas mal de matchs où bah, face à un drop de Kristaps Porzingis, Jalen Bronson il est élite et il lui fait un peu vivre un cauchemar parce que bah, sur le mid-range, en fait, si les Celtics lui laissent, bah, lui justement c'est carrément son spot. Donc peut-être qu'il y a un côté où il peut rendre le drop de Porzingis un peu injouable, quitte à appeler Josh Hart ou Michael Bridges en poseur d'écran. Et du coup, de ce fait, avoir Al Horford sur le terrain. Et je pense que tu es plus à l'aise de laisser le pick and pop à Al Horford que de le laisser à Kristaps Porzingis. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais peut-être que c'est là le côté où tu peux un peu casser le five out des Celtics, en tout cas un peu moins le respecter, peut-être là-dessus. Mais du coup, c'est quand même c'est ça la beauté du basket. Mais la meilleure chance pour freiner l'attaque des Celtics, des Knicks, pour moi, c'est de compromettre leur meilleur joueur offensif. Et un peu pareil avec Peyton Pritchard. C'est pour ça que il y a énormément de responsabilités sur Bronson, mais je pense que en fait, il n'y a aucune chance pour les Knicks s'il ne rend pas injouable, ou en tout cas le moins jouable possible, notre ami Peyton Pritchard. Et Porzingis dans une moindre mesure, parce que bah, Porzingis, entre guillemets, les Celtics seront contents de laisser
le mid-range aux Knicks. Mais s'ils commencent à vraiment les mettre et on est sur un petit échantillon, bah, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Ça va être assez intéressant. Mais, mais voilà, je sais plus de quoi on est parti. Mais pardon, je me suis un peu perdu. Mais du coup, je pense que tu as raison. En plus, le mid-range de Brunson, c'est un peu sa spécialité. Après, comme tu dis, ça lui donne un taux de responsabilité assez monstrueux. Et vu qu'en plus, il va être ciblé de l'autre côté, que ça va aller aussi le poster pour jouer sur sa taille, en fait, c'est toujours est-ce que ça peut tenir dans la longueur? C'est-à-dire que le mec va s'envoyer 40-44 minutes avec toute l'attaque qui repose sur lui, plus en défense, il sera pas. En plus, on sait qu'à Boston, on aime bien faire ça, genre harceler le mec, le meilleur joueur adverse, s'il a une petite faiblesse défensive, de le harceler. Franchement, très clairement, il va être obligé de faire une énorme série si New York veut s'en sortir. On va le surveiller attentivement et ça sera gros respect s'il arrive à s'en sortir avec des bons pourcentages et tout, parce que même si c'est des shoots qu'il adore, c'est que s'il commence à en mettre par exemple 1 sur 2, tu fais 50% à mi-distance, t'es élite. Je pense que Mazzula, c'est typiquement le mec qui va dire mais moi les gars, allez-y, 50% à mid-range, je lui laisse tous les jours, ça me battra pas à long terme, on va dire. Bon, et ben on a dit beaucoup de choses sur les équipes. Est-ce que, messieurs, vous voulez faire un petit focus sur un joueur chacun? On a cité quasiment tous les joueurs déjà, hein, sauf Sam Hauser par exemple. Mais est-ce que vous voulez, voilà, un joueur chacun que vous voulez, Titouan, si tu veux faire un petit focus sur un mec qui peut faire basculer la série ou que t'attends au tournant, par exemple, quelqu'un qui t'aurait déçu ou au contraire rassuré au premier tour. Ouais, Ça peut être des deux côtés d'ailleurs, hein. tiens, plutôt déçu, notamment offensivement, Porzingis. Porzingis, parce que pour une fois, il a l'air en bonne santé. Et c'est dommage parce que maintenant qu'il est en bonne santé, il met plus ses shoots. Et, et en fait, Baptiste, il en a un peu parlé, mais je pense qu'une des choses où la défense des Knicks peut un peu faire déjouer l'attaque des Celtics, c'est si ils décident de tout simplement pas respecter le five out, quoi, que ce soit en laissant jouer Holiday ou en laissant Porzingis. Et vu le premier tour qu'a fait Porzingis face à Orlando en termes de shooting, franchement, je suis Thibodeau, je peux commencer à réfléchir. Tu vois, ne serait-ce qu'au début, au premier match, tu laisses 2-3 shoots à Porzingis avant de regarder et regarder si ça tombe dedans. Et tu te dis, s'il loupe les 2-3 premiers, tu peux peut-être commencer à réfléchir justement à dire, bah écoute, on va pas respecter le shoot à 3 points de Porzingis et on va descendre, protéger le cercle. Et, euh, et donc, ouais, moi, c'est un peu le joueur que je vais surveiller parce que des deux côtés du terrain, si offensivement Porzingis met ses shoots à 3 points, notamment sur son pick, sur les pick and pop, ou puni sur son post-up, chose qu'il n'a pas réussi à faire face à Orlando. Alors, bon, c'était pas les mêmes physiques hein, quand tu devais post-up des Wagner ou des Banquero, mais il a eu aussi des possessions, on en parlait, Vincent, sur la, Ouais. sur la review, il a eu des possessions face à Joseph. Corey Joseph ou même Anthony Black, alors Anthony Black qui est quand même assez grand, longiligne et tout, hein, mais voilà, il a eu des possessions face à ces gars-là, et il a pas réussi à les mettre sur des post-up, donc je vais surveiller à ce que quand il aura les post-up face à Brunson, parce que je pense que c'est vraiment l'option numéro un que va chercher les Celtics à chaque fois quand Brunson sera sur le terrain et Porzingis aussi, je pense qu'ils vont chercher tout le temps à avoir un Brunson qui défend Porzingis et enfin faire des rotations pour avoir une possession en post-up de Porzingis sur Brunson. Et j'espère qu'à ce moment-là, quand ça arrivera, qu'ils mettent ses shoots, voilà, qui mettent ces 3 points sur le pick and pop et comme je disais défensivement aussi qu'on arrive à le garder en rumeur et qu'il arrive à bien protéger le cercle et lui aussi pas être trop impliqué dans les pick and roll parce que je pense qu'évidemment Brunson va chercher à faire ça aussi. Ok, ok. Baptiste, dis-nous, veux-tu nous parler de Miles McBride ou de Campaign? Non, mais ça me fait penser à une question. Vous pensez quoi, vous, du banc des Celtics? Je vous renvoie la balle avant, mais est-ce que vous pensez que ils vont tous jouer, les Cornets, Pritchard et Hauser, ou vous avez un peu d'inquiétude? Sur le premier tour, j'ai trouvé que ça n'avait pas été facile pour eux. Mais malgré tout, en fait, maintenant, c'est des mecs qui survivent quand même. Effectivement, dès que tu vas avoir Pritchard ou Hauser sur le terrain, Bronson, il va les attaquer pleine balle, ça va faire que ça.
mais je trouve que ça survit quand même parce que tu vois, bah après c'est pas le même catégorie de joueurs, mais Wagner Banchero, ils ont harcelé Pritchard, et Pritchard il t'a donné quand même 26 minutes de bon niveau, où tu le voyais que défendre, alors que tu lui trouvais pas une position de tir, mais je trouve que c'est des mecs maintenant qui s'en sortent. Cornet, je sais pas, ça va dépendre aussi de à quel point Porzingis passe de temps sur le terrain, je pense. Et ça joue beaucoup à deux bigs à Boston cette année. C'est beaucoup, tu vas avoir beaucoup de Horford, de Porzingis, de Horford, Cornet aussi. Donc à voir à quel point Bronson va punir tout ça. Mais le problème c'est que c'est pareil, c'est des mecs quand ils vont être sur le terrain, ça voudrait dire que Bronson sera encore aussi sur le terrain, ça en revient toujours pareil, c'est qu'à un moment il va bien falloir qu'il se repose. Et c'est des minutes où bah, effectivement tu auras des mecs de banc qui seront là. Moi j'ai bon espoir d'une bonne série de d'Hauser justement parce que sur les matchs de la régulière, mine de rien, Boston ils ont trouvé pas mal de bons tirs à 3 points. Et c'est quand même malgré tout notre meilleur shooter et d'assez loin. Donc si tu arrives à lui trouver des bonnes situations de tir, c'est un mec qui peut faire tomber dedans assez rapidement, de manière assez foudroyante. Donc ça, j'ai bon espoir de d'Hauser. Toi, Titouan, le banc, tu t'en penses quoi? Je, je pense que Pritchard, je sais pas si Pritchard va avoir beaucoup de minutes. Parce que, ouais, comme tu as dit, il arrive toujours à se débrouiller pour se rendre utile, mais bah, effectivement, tu vois, on l'a un peu abordé, mais je pense que Pritchard, dès qu'il va être sur le terrain, il va être ciblé, je pense. Soit pour avoir des post-up de Karl Anthony Towns sur lui, soit même Brunson va le cibler, parce que Brunson peut un peu le bully et l'enfoncer et prendre. Bronson, il l'enfonce, il va pull-up à mi-distance. Oui, C'est voilà. ce qu'il a fait en régulière. Hein. Voilà, donc je pense que surtout qu'en plus Pritchard lui aussi a pas toujours mis ses shoots face au Magic. Donc tu vois typiquement, alors je sais que Mazzulla, je suis pas sûr qu'il fera ça parce que j'ai l'impression qu'il aime beaucoup Pritchard, mais typiquement j'aurais tendance à donner plus de minutes à Sam Hauser qu'à Pritchard sur cette match-up là. Parce que je pense que Sam Hauser est moins ciblable défensivement, même si c'est pas forcément un Deepoy, un Deepoy incarné, mais je pense que tu as un aussi bon spacing que Pritchard, tout en étant moins ciblable défensivement. Donc j'aurais tendance à donner un peu plus de minutes à Hauser et peut-être un peu moins à Pritchard. Euh, et sinon du Horford Cornet qui à mon avis vont beaucoup jouer Cornet pour garder de la protection de cercle et Horford pour toujours avoir 4 voire 5 shooters sur le terrain. J'étais en train de penser que malgré tout, on était encore. Donc, Pritchard, je le vois très bien se faire cibler par Brunson, mais encore une fois, et Mazzulla, je pense qu'il peut vivre avec ça. C'est-à-dire que si il enfonce au fur et à mesure Pritchard pour aller prendre un pull-up à mi-distance, ça reste encore quelque chose de super dur. C'est-à-dire là, on parle d'encore des actions en autocréation de Brunson. Hmm. Enfin, je pense que Mazzulla est typiquement à jouer sur ce côté, mais il va pas pouvoir en mettre je sais pas, enfin, à des taux qui me dérangent en fait, tout simplement. Parce que Mazzulla cherche toujours à défendre son panier, les corners à 3 points, et c'est pour ça qu'il défend ça, c'est qu'en fait, des mecs qui peuvent mettre 15 mid-range par match en autocréation, enfin, il y a du rente, quoi, on va dire, et à plus de 50%, enfin, ça existe quasiment pas, en fait. Donc, je pense que la consigne, c'est de toute façon, vous lui rendez les choses le plus dur possible, et on estime que sur le long terme, il pourra pas, même sur un petit échantillon, il pourra pas humainement tout rentrer. Euh, et c'est un peu. Et Mazzulla est très comme ça quand même. Ah ouais, mais le problème, c'est comme tu as dit, c'est le petit échantillon. Et en fait, en vrai, je pense que. Alors, Brunson, c'est pas Kevin Durant, mais pour le coup, je pense que sur un petit échantillon, il peut nous en mettre pas mal. Alors, je pense pas que ça suffira à gagner la série, mais ouais, je pense que typiquement, c'est le genre de gars qui peut finir à 50, 54%, 55%, entre 50 et 55% sur tous ses mi-distances sur un échantillon de 3-4 matchs, quoi. Et du coup, ça peut vite te faire douter quand même. Complètement. Baptiste, veux-tu rajouter quelque chose? Oui, un tout petit truc, mais tu vois sur les post-up que vous décrivez, en réalité, moi je trouve que Boston, enfin j'aime bien les appeler comme ça, mais je trouve que c'est vraiment un aspirateur à non-spacing. Et en fait, bah, les post-up, Brunson, il va y aller, mais comme vous dites, il aura aucune ligne de drive et et il faudra prendre des fade-away, sans doute très loin du panier, quoi. Et je pense que
comme Doncic a eu pendant les finales, comme toutes les stars ont face à Boston, comme Shai Gilgeous-Alexander a face à Boston, les lignes de drive, dès qu'il y aura Bronson qui s'approche un peu trop du panier, il y aura une aide qui va être montrée très très tôt dans l'espace, dans le gap. Donc ouais, genre, je pense que c'est le pari que va prendre Mazzulla, même avec Pritchard. Limite, avec Pritchard, faudra voir ce qui se passe sur Karl Anthony Towns. Parce que là, pour le coup, la mismatch est vraiment immense. Mais bon, sans doute que tu ne switcheras pas avec Peyton Pritchard sur le pick and roll. Je pense qu'on est d'accord. Mais non, après, du coup, je ne sais pas si tu veux que je parle d'un joueur Vas-y, que je vas-y, surveille. vas-y. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Pour le coup, tu as parlé de McBride. Je pense que McBride a bizarrement plus une valeur offensive que défensive sur la série. euh, Parce que défensivement, je vois pas à quoi il va servir. Parce que pour le coup, bah, le porteur de balle ou les porteurs de balle, Jason Tatum et Jaylen Brown, il peut pas vraiment défendre dessus. Donc, il va avoir pour moi voilà, plus une responsabilisation de spacing. Et pour le coup, on l'a vu, il a mis un gros shoot contre Détroit, mais il a quand même été globalement très peu en réussite sur son tir sur le premier tour, un peu comme Porzingis. Alors, lequel réussira à retourner la théorie ketchup en premier. Faites vos jeux. Mais non, je pense que moi, c'est vraiment, et je ne sais pas si c'est pessimiste, si c'est d'un point de vue pessimiste, mais c'est une star, on en a déjà pas mal parlé, mais je trouve que Karl Anthony Towns peut avoir vraiment un côté facteur X positif, enfin, dans le sens où, comme je l'entends moi, ça veut dire que ça peut être positif comme très négatif, en fait, ce qui se passe avec Karl Anthony Towns, dans le sens où j'ai hâte de voir son utilisation. Et peut-être que la créativité tactique de Thibodeau va un peu toucher ses limites, dans le sens où je pense que si tu lui donnes des post-up face à Jrue Holiday, mauvaise idée. Le pick and pop, à voir si tu arrives à le bloquer, mais je pense qu'il ne sera pas là. Du coup, la question, c'est un peu comment tu vas faire pour réussir à utiliser Karl Anthony Towns. Et finalement, les meilleurs passages, et il n'y en a pas eu énormément, notamment sur le début de la série, mais c'est un peu quand il est utilisé en delay, c'est-à-dire qu'il est vraiment au centre du jeu et qu'on vide la raquette et que c'est lui le premier, pardon, je perds mes mots, mais decision maker, D'accord. voilà, de l'attaque des Knicks. Je pense que c'est les moments les plus importants parce que en vrai, et ça j'ai beaucoup aimé, mais Bronson a cette qualité balle en main, mais il a une telle gravité off-ball aussi. C'est sans doute sous-estimé dans son profil, mais tu peux avoir des actions, attention, toute proportion gardée, mais comme tu peux faire avec Stephen Curry, où il y a 2-3 sets similaires, c'est-à-dire que c'est Bronson qui va poser un écran, du coup il y a Karl Anthony Towns plein centre du terrain, Bronson qui pose un écran, ou qui reçoit un écran plutôt on va dire sur l'aile, et le poseur d'écran pour Bronson, eh ben, il glisse l'écran jusqu'au panier. Et Bronson a une telle gravité que souvent, ça va sortir à 2 sur lui et ça libère un peu ce cut. Et du coup, tu arrives aussi à tirer un peu profit du profil de Karl Anthony Towns comme ça. Est-ce que tu peux le mettre en mouvement avec peut-être des pick and roll inversés? On en a vu 2-3 sur la fin de saison, on n'en a pas vu du tout du premier tour. Mais je pense que c'est un truc un peu intéressant parce que Towns, c'est un joueur qui a ce côté driving game qui peut être intéressant même face à un Porzingis. Ça peut faire un peu naviguer des écrans à Porzingis ou à Horford. Et Karl Anthony Towns, il a ce côté puissance. Et Bronson peut être un poseur d'écran intéressant ou même au Giannunobi. Donc voilà, je pense que si les Knicks veulent survivre dans cette série en attaque, il faut que tu arrives aussi à débloquer Karl Anthony Towns, ce que tu n'as pas réussi à faire, je trouve, trop sur le premier tour. Il y a eu des post-up, mais finalement, qui n'ont pas été si rentables et n'ont pas créé tant de décalage que ça, en tout cas à partir du match 3, parce que sur les premiers matchs, il y avait des décalages. À partir du match 3, les Pistons, ils ont dit, ok, on te laisse le post-up face à Tobias Harris. Donc voilà, je pense qu'il faut réussir à le mettre en mouvement, sinon, enfin, à le mettre en mouvement, à le mettre en route, plus que le mettre en mouvement. Et, euh, et je suis curieux de voir ce que Thibodeau va réussir à faire parce que c'est vrai que sur le premier tour,
c'était plus des flashs que vraiment de la création, enfin, en tout cas, que des sets intéressants pour Towns, quoi. J'aime beaucoup ce que tu viens de décrire, parce que ça me paraît être des types d'actions où le Town c'est plus à l'origine de la création et que ça se passe plus loin du ballon. Ça peut être ce genre d'action qui met à mal un peu cette défense de Boston, parce qu'on l'a décrit, t'as l'impression que c'est assez monstrueux comme défense et tout. Par contre, si tu vas cibler notamment un Jaylen Brown loin du ballon, que le mec qui défend, il pose un écran qui glisse vers le panier et tout, tu sais très bien que potentiellement c'est là où tu vas réussir à gratter des points beaucoup plus faciles que tout ce qu'on a énoncé sur le Bronson Ball depuis le début, où moi je vois pas une haute efficacité très très long terme. Par contre, tout ce jeu de mouvement un peu loin du ballon, d'écran et des choses comme ça, je trouve ça me parle beaucoup plus, et c'est quand même ce genre de choses qui mettent plus à mal la défense de Boston. Donc c'est plutôt très intéressant. Dernière petite question, Baptiste, on va peut-être passer à la séquence prono. Au niveau de la santé, c'est comment à New York en ce moment? Tout le monde est sur le pont? Bon, écoute, tout le monde est là et Jalen Brunson se fait la cheville, 1 fois par match, mais ça a l'air d'aller. Mais il revient. Oui, il revient, donc voilà, je charte, aussi au final pour le match 6, tu vois, l'injury report, il y avait, personne ne serait-ce que de questionable, donc pour le coup, niveau santé, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Ok. Donc c'est plutôt cool. On attend juste des nouvelles de Holiday. Mais moi je pense qu'ils ont bien pris le temps là pour ces ischios qui avaient l'air de siffler. Donc ça peut être cool qu'on ait les deux équipes à 100%. Donc nous de toute façon on sait que le genou de Jalen Brown il sera moyen tous les playoffs en fait. A priori Mmh. ça a l'air assez. Enfin ils en parlent pas trop, mais très clairement il va y avoir quelque chose à l'intersaison à mon avis. Soit il se fera nettoyer ou je ne sais pas trop quoi. Mais du coup on a deux équipes en santé, et ça c'est super. C'est ce qu'on préfère. Messieurs, Titouan, je te lance un pronostic pour cette série. Je crois qu'on a fouiné un peu les quatre coins des deux équipes. Tu Euh, pronostiques quoi? bah, en vrai, avec tout ce qu'on a dit, j'ai bien envie de pronostiquer un 4-2, hein. Ouais, je pense 4-2 parce que je pense que les Celtics perdent 2 matchs. T'es pour qui les 4-2? Ah oui, pour Boston, mais ça, j'ai pas précisé. Ça va de soi. Non, mais oui, 4-2 parce que je pense qu'il y a 2 matchs là où Boston, tu sais, rendent pas leur shoot, justement, comme on disait, leur shot making, ont pas un beau shot making sur les mismatchs. Et de l'autre côté, tu as un Brunson qui finit à 75% sur tous ses tirs mid-range là, sur 15 tirs. Donc ouais, je pense que t'en perds un ou deux comme ça, un peu à la con. Dans le clutch aussi, on a peur de Bronson dans le clutch, nous. Ouais, Pareil, on est ouais. traumatisés Ouais, et pour le coup des clutch games. a raison, hein, parce que je sais pas ce qu'il bouffe dans le clutch, mais c'est c'est quand même assez fou, là, le match 6, je sais pas si vous avez vu juste la fin, mais bon, bref. Je pense que c'est un C'est trait de sûr que caractère. je pense que C'est un skill, c'est hein. dans les Oula. gènes. Je pense que Ouais, c'est dans les gènes, ouais. c'est ça. Et du coup, on a des mecs clutch, nous, chez nous, ou c'est comment? Ouais, Tatum, peut-être un petit peu? Tatum m'en a mis quelques-uns quand même, Ouais, Bah, mais 1 contre les Knicks cette saison en plus, hein. en là, plus. historiquement, il en a mis plusieurs contre les Knicks en plus. Bon, Pourquoi après, pas? le truc, Moi, je suis un peu c'est comme qu'on Tito, hein. on retient toujours ceux qui mettent, mais faudrait regarder le nombre de fois où il les met pas aussi. Oui, c'est Je pas parle faux. de Tatum, mais de n'importe qui d'ailleurs, hein, de manière générale, hein. Baptiste, toi, tu penses que ça a donné quoi cette série? Hein, 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 hein. Bah, pour le coup, je pense que, voilà, le 4-0 a fait beaucoup de bruit en saison régulière. Maintenant, comme dit, je pense que déjà le premier match, c'était le premier match de l'Air Towns, donc on a vu très vite que les Celtics, eux, ils étaient prêts et les Knicks n'étaient pas prêts du tout. Et en plus, je crois qu'ils tirent à 60% à 3 points les Celtics pendant 3 quarts temps, donc ça a pas mal aidé. Ça a pas mal aidé. Après, les autres matchs, comme dit, Mitchell Robinson n'a quasiment pas joué ses affrontements. Je doute que ça fasse. Je pense pas que ça va renverser la balance, mais ça reste une arme en plus. Ça reste une carte en plus, en tout cas dans la manche de Tom Thibodeau. Et je suis un peu embêté parce que de base, je voulais dire 4-2 pour les Celtics, parce que je vois pas les Knicks arracher cette match. Enfin, j'ai un peu du mal à le voir, mais je pense que ce sera un peu plus serré que ce qu'annonce un peu tout le monde à droite à gauche. Je pense que, comme dit,
va y avoir ce côté où les Knicks, de toute façon, face à Boston, c'est terrible, mais tu es obligé de faire un peu un pari. Et c'est pas pour rien. Alors parfois, ça marche pas, comme Draymond Green qui avait abandonné Jalen Brown. J'imagine que vous vous en souvenez il y a un an et Oui. demi. Parfois, Et ça moi, marche. j'attends que quelqu'un le refasse. Il faut que quelqu'un le refasse. Je suis persuadé que ça marchera un jour. Ah bah oui, ah bah, c'est la théorie, enfin c'est des stats, hein, c'est sûr que ça va marcher. À un moment donné, il faudra juste le faire suffisamment de fois jusqu'à que ça marche. Mais tu vois, il y a des moments où ça marche aussi un peu plus. Vous avez eu une période un peu moins bien. Azad avait fait une vidéo, nous, sur notre chaîne, de où est passé le spacing des Celtics. Bah voilà, il y a des moments où tu fais le pari et Jrue Holiday, il met pas ses tirs et tu as un peu ce spacing qui part, etc., etc. Donc je pense que sur 1 ou 2 matchs, peut y avoir des matchs sans pour Boston et bah, New York peut en prendre un. Après, je pense qu'il y a tellement de force et de cartes à jouer pour Joe Mazzulla que, heu, que j'ai du mal à voir les Knicks en prendre plus que 2. Donc pour le beau jeu, pour dire quelque chose de différent, de Titouan, je vais dire: «Allez, un match 7, New York a pas très bien shooté, sur la première série. Imaginons qu'ils tirent, qu'ils soient un peu en feu et que ça arrache un match 7 un peu à la Miami, 2020, je sais plus combien, 23, 22. Mais voilà, je pense Tous que dans les ans. l'ensemble, Tous les ans contre Miami. tous les ans contre Miami, mais dans l'ensemble, je pense que Boston a quand même, vachement plus de cartes à jouer, que New York, quoi. Moi, je dis 4-2 aussi, mais effectivement, on a cette sensation que pour gagner les matchs, les New-Yorkais vont être obligés de cumuler plusieurs choses positives, la bataille des possessions, un meilleur shot-making, enfin, aligner beaucoup de choses. Et on a l'impression que Boston va réussir potentiellement à gratter des matchs, même en étant pas parfait ou pas l'impression qu'ils doivent faire des énormes matchs pour s'en sortir. C'est pour ça que ben, finalement, tout le consensus donne Boston largement vainqueur. Mais effectivement, les 4-0, 4-1, moi, j'y crois pas trop parce que déjà, il y a toujours une petite capacité de Boston à lâcher des matchs, on le sait. Pareil, génération traumatisée, Miami Heat. Et aussi du respect pour les joueurs qu'on a en face parce que effectivement, s'il y a égalité à 4 minutes de la fin, je parie pas contre Bronson, notamment en ce moment, effectivement. La question, c'est de savoir si jamais Boston gagne, est-ce que les fans des Knicks vont arrêter de crier We want Boston à chaque début de playoff, alors qu'à chaque fois, ils finissent toujours par s'arrêter plus tôt que les Celtics. Mais j'entends que tout le monde veut celui qui est déjà passé, hein. J'ai l'impression que c'est un peu Ouais. culturel en fait, hein, parce que les supporters d'Orlando, ils voulaient Boston, en fait, ils voulaient juste jouer les playoffs, hein. Je peux comprendre. Et Non, mais les c'est une et vérité, les mecs qui étaient au play-in, ils sont contents de jouer les playoffs déjà. et les Knicks veulent à peu près, n'importe qui, n'importe quand, hein. Les fans des Knicks Ouais. sont un peu Bah, fous, ils veulent retourner tous les ans en playoff, passer des tours, et c'est ce qui se passe en ce moment, et c'est cool. Bah ouais, ouais, Maintenant, carrément. faut passer le step du dessus, et là, le step du dessus, il est vert, donc à voir si ça va le faire. Messieurs, cette séquence prono va mettre un terme à cette preview. On va remercier chaleureusement Baptiste d'avoir accepté l'invitation. Il faut absolument aller suivre ce qui se passe sur le Dreamcast Show, les vidéos, les podcasts, les threads, Twitter. Parce qu'il y a vraiment de quoi apprendre, progresser, sans se prendre la tête, en s'amusant. Donc moi, je suis un auditeur fidèle. Il y a des vidéos importantes que vous avez fait là de NBA Evolution, les 2 numéros. C'était assez marquant pour moi. C'était vraiment très 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 cool ce que vous avez pu produire, toi et Azad. Donc merci beaucoup Baptiste d'être venu sur le trèfle. Et ben, merci beaucoup pour les compliments. Ça fait plaisir. Et si vous voulez des débriefs à chaud, on va dire, on essaye d'être le plus réactif possible. Alors, sur Boston, Knicks, il y en aura. Il y en aura aussi peut-être sur les autres séries. On essaye d'être le plus productif tout en étant, on va dire, comment dire, ouais, cool quoi, à la cool, hein. On essaye de pas trop se prendre la tête non plus, donc voilà. Et merci beaucoup à vous, les gars, de l'invitation, parce que, comme dit, je vous adore. Et je vous écoute pas tout le temps, et c'est pas de votre faute, c'est parce que juste les Celtics, on les connaît trop bien, quoi. Depuis 4 5 ans, on les connaît trop bien. Mais merci beaucoup, c'était très cool, c'était très très cool. Donc vraiment merci du fond du cœur, les gars.
Ouais, mais en plus, on triche un peu parce que bon, il y a quand même une partie du Dreamcast Show qui a la patte un peu le trèfle. Je pense à Azad, bien sûr. Ok, Vous êtes tellement... d'ailleurs, ça va être. Oui, Il faudrait pas être étonné à la fin de la série en fonction de si c'est les Knicks ou les Celtics qui gagnent que le Dreamcast Show finisse par imploser. Oui, si les Knicks passent, je pense que ce sera les derniers podcasts de la chaîne. Ou en tout cas, il y aura peut-être une annonce de je rechercherai un nouveau collègue. Ouais. mais ceci dit, il peut y avoir peut-être un épisode un peu mythique. Ah oui, Voilà, un truc. s'il y a genre 2-2, peut y avoir un épisode mythique. Peut y Parce avoir que très clairement, en plus, Baptiste, c'est ton équipe qui peut renvoyer Azad en France, quoi, très clairement. Donc, C'est vrai que j'avais pas pensé ça comme ça, mais waouh, là ça me donne envie là. Moi qui avait perdu un peu espoir là, pour vous dire, ce média est tellement important qu'il se dispatche sur la Terre pour avoir, avec le décalage horaire, une réactivité folle. Donc, je trouve ça assez bluffant. ouais, ça nous aide à tweeter en live évidemment. Non, pas du tout. Bon, merci messieurs. On va souhaiter à tout le monde une bonne série, que ça soit côté new-yorkais ou bostonien. Merci les gars, à plus tard. On va se retrouver pour la review, quoi qu'il arrive. Même si on perd, on sera là pour la review. Enfin, j'espère pas m'engager pour tout le monde, si personne ne veut la faire. Mais on sera là pour la review. Et on va vous souhaiter de bonnes suites de playoffs. Ouais, ciao. Salut. Ciao. Who's going to win it? The Celtics. Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.